c'est pas pareil. Il y a 2 mois, je voulais pas. Quand j'étais petit garçon, les ouvrières me faisaient des petits bouquets de plumes de couleur. Et alors l'âge que j'avais exactement, je ne m'en souviens absolument pas, mais je crois que ça commençait comme ça. Bien, l'histoire de cette maison, elle a été fondée dans les années 1880 par ma grand-mère, qui était une ouvrière. À la base, à l'origine de nos maisons, pratiquement sans exception, c'est une femme, une ouvrière, plus inventive, plus débrouillarde qu'une autre, et qui s'installe un jour. Et la maison qui existait déjà s'est appelée Le Marié quand elle a épousé Monsieur Le Marié en 1890. Voyez-vous, ça ne rajeunit pas. Nous avons beaucoup de choses sous la main dont on peut se servir immédiatement. Et tout est ou à peu près tout est contenu dans cette pièce. Aussi bien en plumes qu'en éléments de fleurs, en tissu de fleurs et en tissu de couture dans l'atelier d'à côté. On utilise beaucoup moins qu'avant les plumes de faisan. En revanche, on fait des mélanges. À un moment, notamment quand les femmes portaient des chapeaux, on utilisait beaucoup toutes les plumes d'oie et les plumes de coq. Quand nous avons commencé à travailler pour la couture, nous avons travaillé la plume d'autruche. Je pense que maintenant, c'est la plume d'autruche que nous utilisons le plus. En tout cas, c'est celle qui fait le plus d'effet. Nous avons la chance, avec la plume, d'avoir une matière extrêmement flatteuse dont les coloris parlent d'eux-mêmes. Donc faire un mélange ou une monture ou une juxtaposition de différentes plumes dans différents coloris donne des résultats assez rapides, assez spectaculaires et assez flatteurs. Quelquefois, un client, un styliste explique quelque chose qu'il a dans l'esprit, dans la tête. Alors c'est à ce moment-là que les connaissances, l'imagination, et puis quelquefois la matière parle d'elle-même et on obtient des effets, des résultats auxquels on n'a pas pensé. Quelquefois on est déçu, mais quelquefois il y a aussi de bonnes surprises. Toujours Paris, la plus belle fille du monde. Si vous pouviez voir la corbeille de jolies femmes que nous avons ce soir, vous ne pensez pas que c'est encore une richesse naturelle du pays, ça? Paris sera toujours Paris. On peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus de prix. Paris sera toujours Paris.
pas pareil. Il y a 2 mois, je voulais manger. Ben déjà, j'ai des buts, j'ai des rêves, et puis je fais partie des gens qui pensent qu'il faut réaliser ses propres rêves. Il y a ceux qui sont contre en disant que le rêve, ça doit rester de l'autre côté. Et c'est un peu la base de ma marque, puisque ça s'appelle Sur la terre comme au ciel. Donc c'est mon petit royaume à moi, avec ma petite couronne, mon prince charmant, mes héritiers, mes dorures. Et je crois que c'est un monde poétique, quoi. C'est une façon de le dire et de le concrétiser. Zélia, ça commence par un Z, ça finit par un A. C'est court, j'aime bien les prénoms courts. Et puis surtout, moi je suis quelqu'un qui fonctionne au feeling. Donc moi je sais pas, je cherchais un nom de bataille. Puis bon, j'ai entendu Zélia parce que c'était le prénom de mon arrière-grand-mère que j'ai absolument pas connu d'ailleurs. Puis je trouvais ça plutôt poétique. Alors je dis bon, on va pour Zélia. Alors j'ai mis un badge parce qu'évidemment c'est très dur. Comme ça un matin de te lever et dire voilà. Maintenant, c'est has-been, je vais m'appeler Zélia. Donc personne ne voulait. Puis maintenant, ce qui est génial, c'est qu'ils le font, quoi. Tu vois, c'était dur, mais ils y vont. Et puis bon, depuis récemment, c'est mon pseudonyme de notoriété, puisque à un certain niveau, tu peux changer en état civil. Et je l'ai changé, quoi. Je suis allée le changer, évidemment. Déjà, moi, la couture, je l'ai abordée d'une façon très personnelle, c'est-à-dire que pour moi, c'était vraiment un moyen de communication et d'expression. Pour des raisons assez simples, en fait. C'est-à-dire que moi, je me sentais princesse. Bon, j'avais pas d'habit de princesse, donc ça commençait très mal. Et j'ai commencé à vouloir expliquer ça, à communiquer que je me sentais décalée, que l'univers esthétique m'intéressait pas, me plaisait pas. Et les gens ne me comprenaient pas. Alors moi, dans ma tête de petite fille, je me suis dit, tiens, si je m'habille en princesse, ils vont le voir que je suis une princesse. Ils vont être obligés de se dire, oui, c'en est une, puisqu'ils ne croient que ce qu'ils voient, comme dit saint Thomas. Et donc je me suis habillée en princesse. Et comme j'en avais pas évidemment sous le coude, il n'y avait pas Disneyland au coin, ni ma maman qui cousait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai commencé à les faire moi-même. Alors, ensuite. Alors, tout m'inspire, donc j'aime tout, quoi, la bouffe, les décors, les lieux, tous les paysages du monde. Donc en fait, le concept que j'ai mis au point est inépuisable. C'est-à-dire que je pense être la seule créatrice au monde de robes de mariée capable de faire la robe de mariée confiture Andros, de faire la robe de mariée des îles, la robe de mariée pour se marier dans un ranch. En fait, tant qu'il y a des choses et de la vie, je peux faire des robes. Alors je me dis, à qui je peux vendre ces robes? Tout le monde était d'accord pour dire que c'était bien, mais on n'avait pas l'usage. Alors que c'est important à un certain moment que l'artiste il soit cause, quoi, dans le monde dans lequel il est. Et je me suis dit, c'est robe de rêve. Et d'un coup, j'ai dit, mais à quel moment on rêve? Et d'un coup, le mariage m'est apparu comme un espèce de moment d'exception, suspendu dans le temps, où d'un seul coup, des gens allaient se permettre des fantaisies qu'ils n'oseraient certainement pas à d'autres moments. C'était extrêmement rebelle et révolutionnaire. Je sais pas, c'est très étonnant, quoi, cette espèce de besoin de mettre les gens dans telle case ou telle case. Bon, voilà, je suis résolument moderne et attachée aux traditions, mais pas. Il y a un énorme mélange aussi entre traditions, tu vois, parce que souvent, les gens me disent « Ah, mais la tradition, c'est la robe blanche ». Je dis non, la robe blanche date de Napoléon III, la tradition, c'était la robe folklorique, tu vois, pour se marier. Et moi, je suis juste une jeune créatrice, quoi, j'ai envie de m'amuser, quoi. Et d'un seul coup, c'est extrêmement compliqué, avec le vêtement toujours. Alors bon, je peux avoir des copains chanteurs de rock et aimer les robes de princesse. Ça me semble pas bizarre. Je crois que j'ai pas de revanche particulière. Je voulais prouver aux gens que tu peux être une princesse. Tu vois, bon, ça c'était mon truc. Donc ils n'ont pas cru que j'étais une princesse, donc je persiste et signe. Je suis une princesse. Alors de cœur, soyons clairs, parce que. Mais bon, ça m'occupe. Ça va m'occuper toute une vie, c'est bien.
c'est pas pareil. Il y a deux mois, c'est pas J'allais voir mon grand-père travailler dans son atelier et j'étais fascinée par ce qu'il faisait, par la couleur des pailles. Il avait des tiroirs pleins de pailles de couleurs différentes. Et c'est de voir cette paille et de l'avoir ramenée. Je me vois encore sur la table de ma chambre en train de prendre de la colle et de coller des brins de paille sur un livre. Et ma mère avait trouvé ça très joli et elle l'avait mis dans le salon. J'étais très fière. Donc c'est toujours un matériau que j'ai adoré. Alors d'abord, moi je suis quasiment née dans la paille parce que mon grand-père était décorateur dans les années 20 et il a travaillé la marqueterie de paille. Donc chez moi, on a toujours servi le café sur un plateau en paille. Les meubles étaient en paille, il y avait des tableaux en paille. Et donc c'est une matière pour moi qui est très familière. Et quand j'avais, 12-13 ans, j'avais récupéré de la paille dans l'atelier de mon grand-père et je commençais déjà à m'amuser à plaquer des livres, des choses comme ça. On a fait depuis donc le XVIIe siècle toutes sortes d'objets, aussi bien du mobilier, il y a des meubles extraordinaires qui ont été faits, des petits chevets, des bureaux d'Odane, des paravents, énormément de bois, d'étuis, de petits objets, des meubles miniatures, c'est-à-dire des répliques de commodes entièrement en marqueterie de paille. L'artisanat de la marqueterie de paille suit l'artisanat de la marqueterie de bois, c'est-à-dire les pays qui ont une tradition de marqueterie de bois ont une tradition parallèle de marqueterie de paille, mais toujours considérée comme le parent pauvre de la marqueterie de bois. Et puis ça a été travaillé donc par des ébénistes, donc des gens qui savaient vraiment travailler le bois, mais qui ont appliqué leur technique à la paille. Les bonnes sœurs aussi ont fait beaucoup de marqueterie de paille parce qu'elles avaient le temps, le matériau n'est pas cher. Et puis au XIXe siècle, toute la tradition des bagnards qui avaient des ateliers, le bagne de Toulon, le Mont-Saint-Michel, tout ça, ils avaient des ateliers spécialisés dans la marqueterie de paille. Un jour, une cliente m'a apporté un coffret, mais pas très beau, assez rustique comme ça, manifestement de quelqu'un qui n'avait pas encore une grande technique dans la marqueterie de paille. Donc j'ai commencé à le regarder, nettoyer la paille. Et très souvent, cette paille est décollée. Là, elle était un petit peu décollée, puis surtout en appuyant comme ça, je sens une épaisseur dessous. Donc curieuse, je décolle. Et je trouve dans les 6 petits casiers de ce coffret, pliés en 4, des lettres d'un bagnard qui s'appelait Léonard Fauconnet, que j'ai ouverte et déchiffrée avec une émotion que vous pouvez imaginer. Il disait plein de choses sur le bagne, sur la dureté du bagne qui n'était pas censée être lue par le directeur du bagne, donc c'était très extraordinaire. Alors la deuxième anecdote est plus récente, là, sur un très joli coffret qui m'a été aussi apporté par une cliente. Et en ouvrant le couvercle, il y avait un miroir qui était cassé, donc j'ai enlevé complètement le miroir. Et sous le miroir, le bagnard avait tracé des traits au crayon avec une règle et puis fait un petit poème qui rimait, où il dit que pour adoucir son sort, il travaille la paille et que c'est son premier apprentissage et qu'il espère faire mieux dans le temps. Et il signe « Je m'appelle Saltel, né à Saint-Mandé, Lozère. Je vous salue ».
c'est pas pareil. Il y a deux mois, c'est pas. Chez mon papa, il y avait des fonds de tiroirs, des boîtes à chaussures qui étaient remplies de vieux mouvements obsolètes et hors d'état. Et depuis toujours aussi, je me souviens que m'être fait des toupies, par exemple, avec des roues de pendule hors service. J'en faisais des toupies quand j'avais certainement moins de 10 ans. Faut être capable, faut être très obstiné, être capable d'être opiniâtre, tenace. Faut pas se décourager, il faut savoir qu'on va mettre beaucoup de temps parce que finalement c'est un travail d'insecte. On travaille sur des petits objets, des petites pièces, mais ça n'en finit pas. C'est très long, très délicat. Mon métier est à 80 ou 90% technique et 10% artistique. C'est-à-dire que les dessins, ils sont en fonction des règles qui président à la construction mécanique en général, parce que l'horlogerie, ça n'est qu'une branche de la mécanique, simplement c'est très petit, les forces en jeu sont extrêmement faibles, mais la géométrie, les leviers, les mouvements, tout ça obéit aux mêmes règles que la mécanique en général. Alors donc mes dessins, au départ, c'est d'abord commandé par les impératifs techniques, mécaniques, les engrainements, les leviers, comme je viens de vous le dire. Ensuite, je cherche à agencer tout ça pour que ça fonctionne bien, mais aussi pour que ce soit joli. Parce que finalement, le fait que ça fonctionne bien, c'est tout à fait normal et ça n'étonne personne. Maintenant, là où les clients sont très exigeants, c'est sur la beauté. Il faut que ça soit harmonieux, il faut que ce soit esthétique et il faut que ce soit un objet d'art, malgré que ce soit une mécanique. La pendule grenouille, c'est vrai que ça s'est décidé, je crois, à une table de restaurant et mon client m'a jeté ça sans y croire lui-même. Il se disait, tiens, il faudrait qu'on trouve quelque chose, une manière originale de sonner les heures plutôt que d'utiliser un timbre comme c'est dans la plupart des pendules. Et donc, il pensait à un animal. Il se trouvait qu'il avait une très très jolie grenouille en cristal de roche, très très ancienne, qui était un superbe modèle. Et effectivement, il avait aimé faire une pendule sur le même modèle. Et donc j'ai imaginé un petit système un peu comme un haut-parleur avec une membrane vibrante qui me produit l'effet de coassement. Et alors j'ai donc soumis ce prototype à mon client afin qu'il décide lui-même si ça lui plaisait vraiment. Et voilà ce que ça donnait. Là, nous sommes en présence d'une pièce assez rare. C'est une pièce de maîtrise qui a été réalisée à la fin du XVIIIe siècle par un horloger qui n'est pas du tout connu, mais c'est probablement le chef-d'œuvre de sa vie. Il a dû travailler là-dessus 10 ou 20 ans, et ça rassemble tout son savoir-faire, toutes ses connaissances. À cette époque-là, c'est le commencement presque de l'ère industrielle, la fin du XVIIIe siècle, l'époque de Louis XVI. Et les gens étaient très très imbus de technique et ça se développait extrêmement vite. Oh, mais la Terre elle tourne à toute vitesse là-haut, dis donc. On a privilégié plus la technique que le côté décoratif, sculpture et ornemental. C'est une excellente motivation pour moi que de toujours ces défis nouveaux, et c'est toujours très excitant pour moi parce que c'est presque ludique.
c'est pas pareil. Il y a 2 mois, c'est vraiment. C'est vrai que moi je dis tout le temps que c'est une matière nerveuse. Quand ça prend, hein. Il faut s'énerver, quoi. Je le compare, moi, à un coup de feu au niveau de la cuisine. On ne peut pas patienter. Un coup de calibre, ça se donne à un moment donné, et si vous ne le donnez pas là, c'est raté. Si vous attendez 5 minutes, vous ne pouvez plus l'avancer, le calibre. Un staffer, c'est celui qui travaille du plâtre moulé, qui réalise du préfabriqué en plâtre. Que la plâtrerie traditionnelle, c'est plus des éléments d'architecture. Corniches de façade, des moulures. C'est plus, ça rentre plus dans l'architecture que le staff. Le staff, c'est vraiment de la décoration pure. C'est faux plafond plus ornement de déco, quoi. C'est plus. Ça, c'est une prise d'empreinte. C'est une prise d'empreinte directe. C'est-à-dire qu'on fait une peau sur l'original, que là, c'est l'obélisque. On a fait une peau en élastomère avec une chape. Et après on démonte tout ça de l'original, on vient à l'atelier et on fait un bas-relief, comme on dit, c'est un bas-relief. Et le staff, c'est une prise d'empreinte qui sert à la conservation. Je suis devenu staffeur par la filière de plâtrerie. J'ai appris mon métier chez les Compagnons du Devoir et après j'ai fait un tour de France. Ce qui m'a permis d'apprendre différentes techniques. Et c'est pour ça que je suis venu au staff aussi, certainement. Partir d'un élément en poudre avec de l'eau et puis faire quelque chose de solide et décoratif. Ça c'est formidable dans le plâtre. Il n'y a aucune matière qui permet de faire ça. On met même de la couleur dedans, on fait du stuc, on peut faire des plâtres bâtards avec du sable, des plâtres fins, des plâtres à mouler, on peut faire des ornements très très fins. C'est une possibilité énorme dans cet éventail du plâtre. Ça résiste dans le temps, quoi. C'est pas un matériau de décor éphémère. Ça tient, c'est solide. C'est vraiment un travail de la main. Et c'est pour ça que c'est très long à apprendre à un jeune, parce qu'il faut lui apprendre le travail de la matière avec la main. Il y a un mariage à faire et ça c'est très très long. Il faut sentir le plâtre, comme on dit. Il y a des moments où il ne faut pas y toucher, il y a des moments où il faut y toucher. C'est suivant le temps, suivant le plâtre que vous avez, suivant ce que vous avez à faire. C'est vraiment un sens. Il y a un flair à avoir, il y a le flair du plâtrier, quoi. C'est ça, ça s'explique pas. Ça se montre, on peut le montrer. On peut dire tiens le plâtre il coude ou il coude pas, il chauffe ou il chauffe pas. Ça peut se montrer mais ça ne peut pas s'expliquer. C'est là vraiment le travail il y en a qui pourront jamais être plâtriers à cause. Ils n'auront jamais cette sensibilité, la sensibilité de la matière.
c'est pas pareil. Il y a deux mois, c'est grand. Déjà, je suis la troisième génération de tapissiers dans la famille, puisque ma grand-mère était tapissière, mon père était tapissier, et j'ai en fait repris l'entreprise familiale il y a maintenant une quinzaine d'années. Et étant enfant, j'ai toujours été plus ou moins dans le tissu, parce qu'à la maison, il y en a toujours eu beaucoup. Et je me souviens étant petit, renversant les embrasses de rideaux à l'envers pour en faire des marionnettes et transformer les pompons des glandes et des passementeries en cheveux de marionnettes. Alors vous voyez, ça remonte assez loin, ça devait être un signe. Les différentes étapes, elles sont assez longues parce qu'on s'applique à travailler de façon très traditionnelle, c'est-à-dire qu'on fait des garnitures en crin animal, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent soit de la mousse, soit ce qu'on appelle du crin végétal ou des crins de remplacement qui sont des crins synthétiques. On respecte complètement la tradition de la garniture et on s'applique toujours à donner une forme qui corresponde complètement à la garniture que l'on faisait à l'époque, et on s'applique aussi à faire une garniture de siège qui mette toujours en valeur le bois du siège. Tout l'art du tapissier réside dans le fait de savoir agir avec beaucoup de discrétion. Il faut que le travail du tapissier ne vienne pas s'imposer, mais vienne au contraire souligner le travail de l'ébéniste et mettre en valeur le bois du siège. Je crois que ça, c'est vraiment l'optique principale. Et puis il faut avoir aussi le respect du siège. Il faut toujours avoir dans l'idée que ces sièges ont 200 ans, ont 300 ans et qu'on leur doit le respect. L'artisan n'est pas seulement un manuel. Il faut, quand il est devant un siège de qualité, il faut qu'il réagisse avec beaucoup de sensibilité. Tout devient important. Dès que le détail est soigné, tout est important, rien n'est négligeable. On a eu côte à côte dans l'atelier 3 sièges très importants, tous ayant un rapport avec Napoléon, puisqu'on avait le trône de Napoléon au Palais des Tuileries, on avait le fauteuil, enfin le mobilier du salon de l'abdication de Fontainebleau, qui est le mobilier dans lequel Napoléon a signé son abdication au moment de ses adieux. Et puis, parallèlement à ça, donc, qui étaient 2 sièges de musée, un particulier nous a confié un fauteuil qui était le fauteuil de malade de Napoléon à Sainte-Hélène. Et quand on l'a eu, on a retiré en fait toutes les sangles anciennes et les quelques restes de tissu d'origine qui étaient encore sur le siège, puisqu'il a été conservé comme une relique jusqu'à nos jours. Et le propriétaire a voulu que l'on essaye de refaire le tissu d'origine. On n'en savait pas grand-chose, si ce n'est qu'on a récupéré ces quelques morceaux d'étoffe ici, qui est un petit brochet en soie. On peut très facilement imaginer que c'était le tissu d'origine dans lequel Napoléon a passé ses derniers instants. Je pense souvent à mon père, c'est vrai, parce que c'est un atelier qui était quand même le sien. D'ailleurs, la maison porte toujours son nom, puisque la maison s'appelle toujours Jacques Brazet et je suis Rémi. C'est vrai que je pense très très souvent à lui, parce qu'en plus, ce sont des travaux de très longue haleine et c'est un travail qui se perpétue. Donc, c'est bien oui, il est toujours présent, c'est certain, dans beaucoup de travaux.
c'est pas pareil. Il y a deux mois, vraiment. Premier souvenir, enfant, pas tellement, à part les machines à coudre, où je m'amusais à les faire marcher en appuyant sur les pédales. Mais sinon, des casquettes par elles-mêmes au départ, oui et non, puisque je vivais dedans. C'est-à-dire que mon père, il a été marié une première fois et sa femme faisait des casquettes. Lui, il s'y est mis. Il a monté son entreprise en 1922. Ensuite, sur l'entrefaite, il a connu ma mère, il s'est remarié. Et en 1938, ils ont trouvé le local où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis 1938, dans ce local, nous faisons des casquettes, képi et broderie. Donc on a passé quand même un certain nombre d'années des casquettes ou même des officiers généraux qui ont franchi la porte d'entrée. L'intitulé même, nous sommes fabricants de coiffures et broderies d'uniformes. Alors c'est-à-dire, ça comprend la coiffure d'uniforme, c'est-à-dire casquette, képi, calot. Et alors la broderie d'uniforme qui englobe aussi bien les broderies publicitaires, etc. La broderie, mais alors broderie or et argent. C'est-à-dire la broderie main qui revient assez cher maintenant. Des souvenirs qui reviennent, ou alors il faut... c'est-à-dire les souvenirs, ils viennent au fur et à mesure dans la journée. Il suffit qu'on parle de quelqu'un, on dit « Ah oui, tiens ». Mais dire de rentrer en disant « Tiens, il y a ça », non. Ça vient dans la journée en parlant, ou alors avec un client, « Tiens, vous avez pas fait monsieur un tel ?»« Ah ben si, on l'a bien connu. » Alors ça veut dire, les souvenirs reviennent comme ça, mais en rentrant directement, non. On a fait Bourville pour la Grande Vadrouille, travaillé en 2 jours pour Yul Brunner. On a fait la casquette du chef d'état-major du prince Sihanouk. Là c'était une chose assez pittoresque parce qu'au départ, c'est une casquette qui n'existait pas au point de vue broderie. Alors on est parti avec un dessin d'un extrait d'un discours du général Sihanouk. Et on est arrivé à la faire, il était très content. Alors des petites anecdotes comme ça, ça arrive assez souvent. Alors là, je me souviens plus du tout pour quelle pièce de théâtre. La personne voulait une casquette d'uniforme qui se mettait dans la poche. Mais alors on a fait un trafic inimaginable parce qu'il fallait qu'elle reste... mais il fallait qu'elle se mette dans la poche. Vous me croirez si vous voudrez, mais on est arrivé. Simplement, c'est en perdition, la casquette. Tous les stewards ne portent plus de casquette maintenant. Alors que maintenant, il n'y a plus que les pilotes qui les portent. Les pilotes qui les gardent pendant plusieurs années, puisque ils la mettent 5 minutes pour monter à bord de l'avion et 5 minutes pour descendre. Après, ils la mettent plus. Donc, ils l'utilisent jamais, elle ne s'esquinte pas. Mais avant, on faisait aussi les gardiens, les services de gardiennage, qui maintenant ne portent plus de casquette non plus. L'armée qui baisse. Moi, je continue. Et après, on verra.
tous, c'est pas pareil. Il y a deux mois, vraiment. Les sensations viennent probablement de la qualité de l'artisanat d'origine. Les artisans étaient des gens compétents qui commençaient extrêmement tôt leur apprentissage, très souvent vers l'âge de 8-10 ans, et qui faisaient le même métier toute leur vie, et donc qui arrivaient à une qualité d'exécution et de qualité de décor et de finesse qui donne envie aujourd'hui d'essayer d'atteindre les mêmes qualités, les mêmes buts. La période qui m'intéresse le plus, c'est plutôt le XVIIIe siècle, qui est une période où il y a eu très peu de guerres, donc on faisait des armes beaucoup plus décorées, beaucoup plus décoratives, et des armes de grande qualité. La passion des armes anciennes vient de mon père, qui était collectionneur, et pour qui j'ai commencé à restaurer des armes. Parce qu'on trouvait très peu d'artisans sur Paris qui s'occupent de ce genre de choses. Et j'ai donc commencé par restaurer les armes paternelles. Sur les armes, on rencontre toutes les matières et tous les bois, toutes les essences de bois, de corne, d'os, d'ivoire, d'or, d'argent. On trouve un peu tous les matériaux. Évidemment l'acier aussi. Je restaure tout de A à Z. C'est-à-dire je prends une arme dans l'état où elle est et j'essaye de l'amener progressivement à son état d'origine, ou en tout cas à un état proche de ce qu'elle était à l'origine, en ayant gardé son histoire et sa vie, ses éventuelles marques de vie, marques de transformation, etc. Quelques armes prestigieuses que j'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains sont souvent des pièces qui viennent de musées nationaux, de grandes collections privées, et qui sont souvent des armes qui appartenaient à des très grands personnages. Et c'est toujours assez à la fois émouvant et enrichissant de travailler sur des armes de grands personnages, parce qu'elles étaient toujours de grande qualité. Oui, j'ai eu l'occasion de restaurer pour le château de Fontainebleau des armes qui avaient été offertes à l'Aiglon, au roi de Rome, quand il était très jeune, quand il avait 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ce sont des armes très précieuses, qui n'étaient évidemment pas faites pour servir, qui étaient de grande qualité, de décors assez chargés, mais toujours d'une exécution extrêmement fine et précieuse. Ou bien encore un petit sabre d'enfant en argent, avec une monture en argent, et une lame qui était en fanon de baleine pour que l'aiglon ne se blesse pas.
pas pareil. Il y a deux fois très grand. Premier souvenir de boutons, c'est en fait mon père travaillait à la maison, donc on dormait dans les boutons, on a toujours été dans les boutons. Donc ça remonte à très loin, quoi. C'était des petits pions de tailles différentes. On pouvait jouer aussi bien aux dames, un tas de choses avec. Cette maison a été créée par mon père en 66, en fait un peu par hasard, parce qu'il était coureur cycliste. Il est niçois. Et il est venu donc sur Paris pour faire des courses. Et pour l'entraînement, il était coursier pour livrer donc des paquets. Et comme il livrait à des maisons de couture, il donnait à chaque fois des idées, parce qu'il était assez créatif. Et au bout d'un moment, en fait, il a arrêté le vélo et il a monté sa société. Il travaillait de la création des boutons en faisant des gravures, il se mettait au touret, il essayait différentes sortes de meules et de fraisettes. Et il faisait un peu des formes qui lui venaient comme ça sur le moment. Et après, il les laissait reposer et le lendemain, il revenait dessus, voyait un peu celles qui lui apparaissaient comme étant les meilleures. Et soit les gardait comme ça, soit les retravaillait. Puis après, faisait la chute dans les tailles et ça donnait un bouton. J'ai suivi naturellement en fait. Et puis il y avait le dessin, la création sur des petites surfaces. Parce que c'est à chaque fois des petits diamètres où on arrive quand même à faire des univers différents. Comme on travaille des matières différentes, ça nous donne accès aussi à un toucher assez sympathique, que ce soit le bois, la corne, des matières agréables au toucher. On fait aussi donc du métal en fonderie. On fait un petit peu de nacre et puis aussi un peu de cuivre. Et donc les gravures, c'est surtout sur la galalite, le bois, la corne. Le métal, c'est plus des gravures au départ pour faire une maquette. Et après, donc ça sort en fonderie. Donc une fois qu'on a fait une maquette, on fait un moule. Et après, c'est une répétition en fait. Alors que pour le bois, la corne, la gala, chaque gravure est faite bouton par bouton. Nous travaillons pour le prêt-à-porter de luxe, tous les grands noms de la couture parisienne. Et en fait, on fait surtout des petites et moyennes séries, on ne fait pas de la grosse industrie, mais plutôt de l'artisanat industrialisé. Une anecdote, ça serait par exemple pour la maison Saint-Laurent qui nous avait demandé un cœur en bois d'ébène, qui était un cœur tout travaillé, tout gravé et tamponné à la main. Et ça faisait déjà une pièce assez importante et qui sortait à un prix déjà assez élevé. Ça avait été refusé au départ, en fait par la commission, vous savez, qui voit si les prix peuvent passer. Et en fait, le créateur était tellement content du fini du bouton qu'on a commandé, je crois, 1,5 tonne d'ébène qui a été débité. Bon, je ne sais plus combien de pièces, mais c'était une grosse commande.
Nous, c'est pas pareil. Il y a 2 mois, je voulais manger. La première rencontre, non, je ne l'ai pas mémorisée parce que, en fait, j'ai toujours été dans l'atelier de mon père, l'atelier étant à la maison. Alors, je ne peux pas dire où ça remonte. Tout petit, bon, je cavalais dans l'atelier, j'avais des petits bouts d'ivoire à ma disposition. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a eu un premier contact, si ce n'est quand j'ai commencé à me mettre à l'établi pour travailler pour de bon, quoi, bien sûr, parce que là, c'était différent. C'est un peu rebutant au début, il ne faut pas se leurrer. C'est ce qui paraît facile, quand vous voyez le travail du burin, ça a l'air de glisser tout seul, mais en fait, les premiers temps, c'est pas évident. On arrive à avoir mal aux mains, à se faire des crampes, quoi. Enfin, comme dans tous les métiers, hein, le métier manuel, il y a un coup de main à prendre, donc l'ivoire n'échappe pas à la règle. Eh bien, la première génération, donc, c'est mon grand-père. Mon grand-père qui était en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, et qui travaillait le bois. Il faisait des caisses en bois, des sabots, et puis il s'était mis à la sculpture sur bois. Et il s'est trouvé que sa sœur s'est mariée avec un ivoirier à Paris, et il s'est donc intéressé à l'ivoire. Et de là, après, son fils, donc mon père, est parti en apprentissage chez son oncle à Paris et est devenu un des meilleurs ivoiriers certainement de son époque. Après, mon père m'a transmis ce métier, donc moi je suis resté avec mon père jusqu'en 1967. Et ensuite, moi j'ai travaillé seul pendant longtemps, j'ai eu des compagnons aussi, j'ai eu 4 compagnons. Et puis, je me retrouvais tout seul quand Benoît manifestait de l'intérêt pour l'ivoire. En ce qui me concerne, je fais surtout de la sculpture. Mais le métier d'ivoirier, c'est un métier ça peut être très différent selon les ateliers. Un ivoirier, c'est quelqu'un qui travaille l'ivoire. C'est peut-être un tourneur, c'est peut-être un tablettier, un sculpteur. Il y a un tas de métiers qui touchent à l'ivoire sans être forcément des ivoiriers. Et comme style d'objet, beaucoup d'objets de style ancien, bien sûr, parce qu'il y a les restaurations. Les restaurations, c'est important. Il y a les musées, d'abord, et les antiquaires, ensuite, qui ont souvent des objets à restaurer, et puis une petite clientèle de particuliers qui viennent ici. Moi, mon métier, il y a un livre qui s'appelle L'amour des ivoires. C'est ça, moi, c'est ce matériau, en fait. Il y a toujours ce poli, c'est comme le diamant, c'est comme l'or. Ce sont des matériaux qui, par eux-mêmes, se suffisent, en somme.
c'est pas pareil. Il y a deux mois pour les grands. La luminosité. Tout est là. Remarquez-le dans une pièce taillée ou dans un verre, dans un rayon de soleil. À contre-jour, vous avez des couleurs qui sont magnifiques. Vous regardez à travers un verre en cristal devant un rayon de soleil et vous verrez quelque chose que vous ne verrez pas dans le verre. Le verre ordinaire n'est jamais aussi lumineux que le cristal. Une pièce taillée dans un rayon de soleil a des reflets qu'aucun verre ne peut avoir. Le cristal est venu suite à une erreur. Un jour, un ouvrier a laissé tomber du plomb dans un bac de verre et on s'est rendu compte que le plomb améliorait le verre et le rendait lumineux, ce qui fait l'histoire grosso modo du cristal. Il faut avoir beaucoup de goût, beaucoup de patience, très observateur, beaucoup de rigueur. Une pièce en cristal qui est ratée est une pièce perdue totalement. Elle ne peut jamais la rattraper. Cette maison a été fondée en 1890 par M. Thiokou, reprise ensuite par M. Nicolas, transmise ensuite à M. Schweitzer, qui en a fait une entreprise très très positive, jusqu'en 1982. Pour l'instant, la société fonctionne pas mal et a de bons résultats et voit l'avenir avec le sourire. Ce qui arrive le plus souvent, c'est le client a hérité d'une pièce dans une succession de ses parents ou d'un tiers. On découvre que souvent, c'est une pièce très ancienne dont le client ignore la valeur et la découvre avec nous. Et là, on a une conversation, une relation qui est absolument formidable. Le tintement du cristal est très agréable. On peut faire de jolis sons, mais je vous en prie, ne vous amusez pas à le faire. C'est un peu la catastrophe. Vous transmettez au cristal des vibrations qu'il aura enregistrées et puis peut-être 6 mois après, pour une petite raison, lui finira de se fendre et votre objet sera fichu. Ne jamais faire teinter le cristal.
c'est pas pareil. Il y a deux mois, c'est grand. C'est arrivé à l'époque où mon père, qui n'avait pas travaillé une vingtaine d'années dans la même marbrerie, avait la possibilité de reprendre sa marbrerie. Alors ma mère, gentiment, sans me brusquer, m'a dit voilà, ton père, il reprend la marbrerie du père Renaud, puisque c'était la marbrerie du père Renaud, il aimerait bien avoir un fils qui travaille avec lui. Ça. Et puis c'est parti comme ça. J'ai quitté l'école, je suis allé bosser. Pendant 3 ans, j'ai rien compris du tout. J'ai appris à travailler mécaniquement, comme on peut dire, parce que l'apprentissage de base, c'est comme ça, c'était un petit peu à l'ancienne. Et puis, une fois qu'on a un petit peu compris, on essaye de se révéler, de s'exprimer au travers d'une profession, et puis on continue. Le travail bien fait, c'est à la fois le travail du caillou, mais aussi c'est avoir la fission entre ce qu'on nous demande et ce qu'on va livrer. C'est pas que le travail en lui-même, c'est le choix des couleurs, c'est le choix des patines, c'est le choix des brillants, c'est la qualité de la restauration quand c'est une restauration. Mais on peut faire une restauration à plusieurs étapes ou différentes choses. Donc ma place de pivot, parce que je travaille plus beaucoup de cailloux, c'est de faire comprendre aux gars que le caillou le marbre ou la pierre qu'ils vont travailler, elle va quelque part et pour quelqu'un. Donc c'est l'association de ces 3 choses-là, donc du savoir-faire du gars qui va le faire, de l'endroit où on va le mettre, ou l'objet sur lequel on va le mettre, plus la volonté de la personne. C'est la réussite uniquement des 3 qui fait la réussite du travail. C'est indissociable. Alors, ici c'est toute une histoire, c'est à la fois c'est un stock de cailloux historiques, et puis c'est un... Je sais pas comment le dire, c'est un peu d'amour aussi. Et on a toujours fait une cave comme ça, un peu caverne des Valeurs, où on a tous les cailloux. Et tous ces cailloux-là, il faut que je les ai, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour exister, j'en ai besoin pour travailler, j'en ai besoin pour donner un sens à l'histoire ou pour le représenter. Une cave, en plus, il y a un côté magique dans une cave. C'est un peu le grenier de nos grands-parents aussi. À la campagne, il y a des greniers, et puis en ville, il y a des caves. Il n'y a pas de pierre que je préfère. J'aime un peu je suis un peu comme J'aime les cailloux pour ce qu'ils sont, et de préférence, ceux qui sont des spécificités, peut-être des erreurs géologiques. Enfin, il y a toute une psychologie avec le travail du caillou. Même le plus lambda, s'il est bien mis en œuvre, s'il est mis là où il faut, et comme il faut, il peut être très beau. Il y a une évolution, l'évolution, c'est vrai qu'on ne peut pas la maîtriser, l'évolution c'est la clientèle. On est obligé on a des gens érudits qui le comprennent, qui vont dans ce sens-là, et puis il y a des gens qui ne le comprennent pas. Alors il faut leur refaire une formation, leur dire mais attention, un caillou c'est pas un simple marbre, un marbre c'est pas forcément Carrare. Un marbre, c'est les Pyrénées, un marbre, c'est la Mayenne, un marbre... et puis la Mayenne, c'est une partie de Louis XIV. Les Pyrénées, c'est une partie de l'histoire du duc d'Antin. Enfin, il y a tout ça. Mais j'essaye, en tout état de cause, de travailler dans cet esprit-là. Après, les jeunes, bien sûr, il faut travailler avec des jeunes. Moi, on m'a donné ma chance très jeune. J'ai monté mon entreprise sans avoir celle de mon père à 20 ans, parce que des gens m'ont fait confiance. Et parce que j'ai été aidé. J'avais un petit peu de savoir-faire, j'avais beaucoup de volonté et j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont aidé. Il faut faire pareil avec les jeunes d'aujourd'hui. Je me souviens quand mon père me disait regarde, on se baladait dans une route, regarde cet alignement-là. Ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une très bonne notion des verticales, des horizontales, parce que très jeune, on est habitué à ce genre de gymnastique visuelle. Ça aurait pu me servir à autre chose que le marbre, je veux dire. Je me pose pas trop la question de l'avenir, pas plus économiquement que personnellement. On fait les choses. On essaie de les faire bien et puis on verra bien. On avance, tout simplement.
pas pareil, il y a deux poils pour les grands. Mon métier est ma passion et j'ai une passion qui est mon métier. Donc on peut l'envisager des deux sens du terme. C'est vrai que le temps, et vous l'avez signalé avec cette pendule, est un peu arrêté, mais on vit aussi également au présent. On vit également au présent puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, la mode est très importante pour notre métier. Donc, on est en même temps dans le passé, puisque l'actualité est fondée aussi un peu sur l'expérience du passé. Et aujourd'hui, on va aussi vers un autre avenir. Quel sera-t-il? Mais il sera certainement aussi par un port de barbe. Bon, alors je vais déjà me présenter, si vous voulez bien. Je m'appelle Alain, je suis maître barbier, je suis installé depuis quelques années dans le quartier du Marais à Paris et j'exerce le métier de barbier. Et je suis maître barbier, un des derniers qui reste en France. Le rasage se passe avec un rituel. Il y a un rituel du rasage. On fera avec. Alors autrefois, on ajoutait également ce que l'on appelait le rasage au pouce ou à la cuillère. Le rasage au pouce, lorsque les gens avaient une peau un peu flasque, etc., le barbier mettait son pouce directement dans la bouche du client. Celui qui payait un peu plus, le barbier trempait une cuillère dans de l'agneau pour pouvoir tendre la joue. Donc ça donnait un plus à la prestation. Alors la clientèle qui vient me voir est essentiellement soit des gens barbus, soit des gens moustachus, soit des gens qui sont glabres, qui ont envie de se faire raser tout simplement. Il y a quelques années, le rasage, c'était un rasage hygiène, et aujourd'hui, on a transformé cela en rasage plaisir. On ne vient plus nous voir au quotidien pour se faire raser, mais on vient nous voir de temps en temps, quelquefois une fois ou deux fois par semaine, et quelquefois davantage, mais pour se faire plaisir. Le poil, par lui-même, permet des variations sur un visage. Quand vous avez une paire de moustaches tristes, il suffit de les relever et vous avez automatiquement un visage souriant. On peut gommer certaines imperfections du visage grâce au poil. Par contre, l'homme rasé, c'est pas dans la nature, puisque le poil pousse continuellement. Donc même l'homme rasé, c'est le poil qui sera toujours vainqueur. Le poil est à l'homme ce que la mousse est à la bière. Merci beaucoup. C'était bien pour vous?
c'est pas pareil. Il y a deux voies pour les grands. Enfin, j'imagine quelqu'un qui est chez moi pieds nus, il peut plus partir parce qu'il est pieds nus. Donc il perd. En plus, c'est un vêtement très très symbolique. Le soulier, c'est un vêtement, c'est le vêtement de la liberté. Enfin, je veux dire, les esclaves n'avaient pas de sandales, ils étaient pieds nus. C'était. C'est pas des hasards, mais c'est des rencontres. En fait, c'est d'abord un intérêt pour le cuir. C'est un intérêt vraiment d'enfant, parce que moi j'ai commencé très très petit, à 8-9 ans, j'ai commencé à trifouiller des bouts de cuir par hasard, parce que je passais, en rentrant de l'école, je passais devant chez une de mes tantes, enfin, devant l'atelier d'une de mes tantes qui est sculpteur et qui travaillait le cuir entre autres. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'amuser, à faire des bracelets, des montres, des bracelets-montres, enfin des ceintures, des petits objets en cuir. Et puis en fait, au bout d'un moment, en allant voir la maison des Compagnons de Paris, en visitant la maison, j'ai vu plusieurs métiers dans le cuir, parce qu'en fait j'étais pas encore défini sur vraiment le métier en particulier. Puis j'ai vu les bottiers travailler, et ça c'est vraiment c'est un flash quoi. On travaille vraiment au niveau du visuel du produit final, au demi-millimètre quelquefois, même moins, au niveau d'un débordant de semelle ou d'une ligne. On a une clientèle qui est tellement exigeante, qui est tellement, et puis qui quelquefois est dans des métiers, que ce soit des experts en art ou des gens comme ça, qui ont un œil mais terrible. Quelquefois plus que, enfin au niveau des couleurs, ils ont quelquefois un œil encore plus perçant quoi. Donc il faut vraiment faire attention. Donc il faut qu'on soit très très serré, très, très complice justement à ce niveau-là. Au niveau de l'information, de ce qu'on se dit, puis il faut s'écouter. Il ne faut pas avoir peur de dire ah, mais non, ça, il faut le refaire comme ça, tout ça. Donc, non, c'est un travail vraiment, c'est un travail d'équipe, quoi. Il faut le prendre comme ça. La matière, après quand on arrive à bien dominer le travail de la matière, il n'y a pas une routine qui s'installe, on est toujours heureux de l'arriver à le faire parfaitement, mais la dimension humaine, c'est-à-dire de vraiment faire plaisir à quelqu'un, de lui apporter quelque chose qui va vraiment lui apporter quelque chose, quoi, un frisson, une émotion, ça c'est merveilleux, quoi. Il y a des gens qui sont très 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 fétichistes, très axés sur leurs pieds, ça. Le fait de se faire des souliers, donc de prendre cette attention-là pour le pied, c'est vrai que ça a une dimension sexuelle pour certains très très forte. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'ils ont vraiment c'est une passion qui frise vraiment c'est très, très sensuel en même temps, très sensuel, parce que c'est vrai quand on met son pied dans un soulier sur mesure, on a une telle sensation d'englobement du pied, on est tellement pris par le soulier, c'est très particulier, c'est très érotique comme sensation. Et on a vraiment une sensation qui explique pourquoi aussi il y a cet attachement à ça.
C'est pas pareil, il y a 2 mois, je l'ai mangé. Moi, la femme représente, disons, tout ce que j'aime. Je suis un peu choqué par un concept d'une mode de créateur où la femme est pochetée, habillée sans être habillée. Non, moi je suis un amoureux de la femme et la leur, eh bien, c'est de continuer à la parer grâce au talent de mes couturiers. Et donc, mais disons que l'histoire de Le Sage, qui a commencé d'ailleurs avant Le Sage, puisque ce n'est Le Sage que depuis 1924, à la date à laquelle mon père s'est porté acquéreur de cette affaire. Et cette maison travaillait beaucoup avec Madeleine Vionnet à l'époque. Et il se trouve qu'il y avait chez Madeleine Vionnet une jeune femme qui s'appelait Yo, et qui se trouve être ma mère. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé. La broderie, c'est avant tout, disons, un art qui est... On ne sait pas où commence l'art, ou l'artisanat, bien que cette chose absolue, j'adore ce mot de Coco Chanel qui disait que la différence qu'il y a entre l'art et la mode, c'est que la mode, c'était ce qui est beau, c'était beau qui devenait laid, et l'art, c'était laid, ce qui devenait beau. Pas mal de bijoux, un peu de perles fines. Alors, il n'y a pas de règles, il y a des recettes, et je crois qu'une chose importante, c'est que trop de professionnalisme tue la création. L'important, c'est d'aller, comme je vous disais tout à l'heure, l'aller au-delà. C'est-à-dire que, je me rappelle ce mot de mon père qui disait toujours faites ça comme... Mais monsieur, on ne l'a jamais fait comme ça. C'est comme ça qu'il faut le faire, parce qu'on ne l'a jamais fait. Il y a un enchaînement de concepts qu'on essaye. Moi, je sais pas coudre un bouton. Hein. Alors, mais j'essaye de faire comprendre mes brodeuses en leur demandant ce que je voudrais en raison de ce qui a déjà peut-être été fait dans tel sens. Et puis à moi, le soir, d'y apporter mon assaisonnement. C'est un jeu, c'est dans le fond, on vit dans une espèce de rêve perpétuel, on plane beaucoup et puis on pleure beaucoup parce qu'on dit on n'a pas d'idée, un vieux con, j'en ai trop fait, je sais plus quoi faire. Et puis après, mais ils en choisissent beaucoup, il faut faire ça en 3 semaines, on n'arrivera jamais à le faire. Et puis après, ça y est, on arrive, on pleure derrière le podium parce que l'émotion, on tombe dans les bras et on recommence 15 jours après parce qu'il faut faire le prêt-à-porter, puis on recommence 2 mois après parce qu'il faut faire la couture. Boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum dans son fauteuil. Ce qui me plaît, mais qui est déprimant justement, c'est quand on a fini. Là, alors, il y a un moment, si vous voulez, un peu de vide. On a travaillé, parce qu'on travaille le jour, la nuit, on arrive à faire des 27 heures non-stop. C'est un peu, disons, une drogue. Je pense que je mourrai sur mon tas de perles. entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, 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 je n'entends que boum, boum, ça fait toujours boum, 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 boum.
c'est pas pareil. Il y a deux mois pour les grands. Ça a été une découverte. Et là, ça a été quelque chose d'assez fort qui est venu. C'est venu à la fois très fort et à la fois progressivement, en me disant ça m'intéresse, parce qu'il y avait une notion extraordinaire qui était la notion, indépendamment de la créativité, c'est ce travail manuel, le toucher des matières, toute cette créativité et en même temps cette production. C'était un mélange de tout et un mélange d'éléments qui, moi, m'intéressaient de toute façon, me passionnaient et qui étaient assez complets. J'ai rencontré cette maison par hasard, tout à fait par hasard, en ouvrant la porte et en accompagnant quelqu'un. Et j'ai été surpris par des odeurs que je connaissais et qui m'ont remémoré des années auparavant dans ma plus tendre enfance. Mais je n'avais aucune notion de ce qu'était un chapeau, je n'avais aucune notion de ce que représentait le travail d'un chapeau, fait de cette façon, fait par des chapeliers et des modistes. Tout ce qui peut se travailler et tout ce que techniquement on peut réaliser, on le fait, on essaie. Et on essaie bien sûr de tendre vers la perfection. C'est souvent difficile à atteindre, mais on essaie de travailler à peu près toutes les matières. Ça passe pour les chapeaux d'hiver par des tissus, des feutres taupés qui ont l'aspect et le toucher du velours, des fourrures. Ça peut être d'autres matières, ça peut être du plastique, du vinyle, n'importe quelle matière. Et pour l'été, ça peut être des pailles tressées, cousues, des panamas, des chapeaux en tissu ou dans des matières ajourées très particulières. Il n'y a pas de matière spécifique que l'on ne puisse pas travailler. La valeur d'un chapeau, c'est à la fois un objet et quelque chose qu'on doit porter constamment ou pour des occasions qui nous conviennent. Il ne faut pas que ce soit forcé, il ne faut pas qu'on se force. On se force peut-être la première fois, mais la seconde, on fait un peu moins attention. Et quant à la troisième fois, on oublie constamment qu'on a un chapeau sur la tête. Donc c'est quelque chose qui va avec soi. Et il y a des femmes pour lesquelles n'importe quel chapeau leur conviendra, et pour d'autres qui sont tout aussi élégantes, tout aussi jolies, mais qui ont des visages peut-être plus difficiles à chapeauter. Mais il convient donc de retrouver la forme qui mettra en valeur leur visage. C'est souvent un petit peu plus difficile à trouver, mais avec un peu d'expérience et avec le temps, de toute façon, on y arrive très bien. La vie est un cycle, et je crois que les chapeaux suivent ces cycles. Alors ils sont plus ou moins réguliers, plus ou moins longs, et on doit essayer de vivre avec. Le chapeau est un accessoire, il ne faut pas l'oublier. C'est ce qui va souligner une tenue. Il faut que ça fasse partie de la personne, donc il faut essayer de lui donner le plus de vie possible. Alors la vie, on peut l'avoir par multiples formes.
Nous, c'est pas pareil. Il y a 2 mois, je l'ai mangé. Bien, écoutez, je suis venu à ce métier par une succession de hasards que certains appelleront peut-être le destin. Et je voulais faire quelque chose et je ne voulais pas être attaché à aucun fil. C'est peut-être même un malentendu. Évidemment, c'est grave de bâtir un métier d'écoute sur un malentendu, mais c'est peut-être ça. Évidemment, il y a le geste, la démarche, tout ça c'est très sensuel. Lorsque le geste est réussi, en général, il faut qu'il le soit pour que le résultat soit satisfaisant. C'est une expérience extrêmement réconfortante. Mais le résultat est plus intéressant, et d'autant plus intéressant d'ailleurs qu'il n'est jamais statique. Nous, lorsque nous harmonisons un clavecin et il commence à parler, c'est-à-dire l'instrument vient de recevoir ses cordes, la mécanique est installée, mais l'instrument parle encore avec une voix d'une très grande grossièreté. Au fond, il ne parle pas, il hurle, il est injouable. Le facteur de clavecin va donner sa voix à l'instrument jusqu'à ce que la dynamique de l'attaque et le timbre soient ce qu'il veut obtenir. Nous pouvons, en général, sans nous tromper, dire c'est un grand instrument. Il y a des instruments qui sont extravertis, qui se projettent, et bien que leur sonorité soit loin d'être celle qu'elle sera dans 1 an, voire dans 10 ans, on peut savoir quelle est la qualité de tel ou tel instrument. Et par moments, je me dis que l'harmonisation d'un clavecin est chose impossible pour l'esprit humain, c'est trop compliqué. Et pourtant, on y arrive, et on y arrive avec un peu d'expérience, on y arrive assez facilement et assez rapidement. Mais ça me semble toujours un peu miraculeux. Je ne sais pas si un claveciniste doit avoir quelque chose de plus, mais il est certain qu'un claveciniste a, par définition, un autre rapport affectif, tactile, sensuel avec son instrument que, disons, un flûtiste ou un guitariste d'un côté qui serre leur instrument, qui l'embrasse, qui le touche, qui font presque corps avec l'instrument, ce qui n'est pas le cas du claveciniste. Le claveciniste a une distance entre lui et l'instrument, et pourtant il n'est pas aussi distant de son instrument qu'un pianiste ou la plupart des pianistes qui, eux, sont très loin de leur instrument et qui se battent souvent avec leur instrument. Et ce toucher est manifestement un toucher de caresse, puisque le toucher d'un clavecin de facture historique, c'est un toucher d'une très grande légèreté. Vous appuyez sur la touche et vous pincez la corde. Et il faut donc que le claveciniste soit d'une très grande humilité et d'un très grand, je dirais, d'un art diabolique, car il faut qu'il fasse dire à l'instrument ce qu'au fond l'instrument n'est pas capable de dire. Et c'est là où les grands clavecinistes sont absolument admirables, parce qu'ils vous donnent l'impression que l'instrument a des possibilités dynamiques qu'en réalité il n'a pas. Et tout ça découle tout simplement de l'art du claveciniste.
Nous, c'est pas pareil. Il y a 2 mois, je l'ai mangé. Enfant, je me roulais dans les tissus de soie et dans les rouleaux de soie parce que j'aimais la volupté de la soie. Je me souviens des grandes robes de chambre extraordinaires, pas le corset. S'éveille-t-elle en lui, déloge l'homme en lui. Les hommes aiment les courbes, ils aiment les formes et c'est vrai que ça magnifie le corps. Les seins existent, sont à leur place, la taille est à sa place, les hanches sont à leur place. Et c'est vrai que les femmes sont superbes, et au fur et à mesure qu'on les lasse, elles poussent des petits cris, au bout d'un moment, elles s'admirent dans la glace sur toutes les faces, et elles deviennent superbes. Les femmes habillées dans un corset se tiennent droites, elles sont belles, elles ont conscience de leur corps et elles sont superbes. Et elles savent qu'elles sont belles et elles savent qu'on les regarde. C'est très agréable, c'est vraiment on resculpte un corps. Se love-t-elle en lui, furtive en lui. Le corset, je crois vraiment très sincèrement que c'est parce que j'ai aimé ça dès ma première rencontre, effectivement, avec des femmes qui avaient envie de corset. C'était complètement hors du temps, anachronique. Et moi, j'ai trouvé ça très amusant de faire des corsets. La maison Cadol est vouée depuis plus de 100 ans aux femmes. C'est d'ailleurs une famille de femmes qui a dirigé, créé depuis 1889 et tout est tourné vers la femme. Depuis tout ce temps-là, les femmes Cadol sont dans le cœur de la mode et dans le cœur des femmes et tout près de leur corps. On est passé en 120 ans du carcan le plus strict et le plus ferme et le plus sévère, dû d'ailleurs à la volonté des femmes, parce que c'était les femmes qui aimaient se lasser, se corseter et se faire du mal. On est passé en 120 ans à rien du tout. Les femmes ont oublié la parure, elles ont oublié tout ça, elles n'ont plus voulu, et maintenant elles redeviennent des femmes sans complexe. Elles peuvent être habillées avec des vêtements très sexy, qui il y a 25 ans paraissaient mauvais genre. Les femmes s'assument entièrement. Elles peuvent être complètement mauvais genre si elles veulent, sans avoir l'impression de dégringoler de milieu social. C'est plus ça du tout, ou d'avoir une mauvaise vie. Les femmes, c'est des femmes de l'an 2000 maintenant. Il faut qu'elles vivent avec leur corset. Si elles ont envie de se serrer un peu trop la taille, elles le font, mais il faut tout de même que ça soit contemporain. Quand une femme vient me voir pour porter un corset, il faut connaître l'utilisation. Est-ce que c'est simplement pour être belle? Est-ce que c'est pour modifier complètement son corps? Un corset peut vraiment sculpter complètement le corps et le modeler et le transformer. La corsetière sculpte le corps. Donc moi j'ai des femmes qui arrivent chez moi qui me racontent leur histoire, parce que souvent il y a toute une histoire derrière, ou privée ou personnelle, ou ce qui leur est arrivé dans la vie, etc. Et moi, il faut que j'arrive souvent à changer quelque chose, ou à les rendre belles. Quelquefois, il ne faut pas beaucoup de choses pour que leur silhouette soit belle. Elles sont contentes parce qu'elles retrouvent leur silhouette de femme. On triche énormément, c'est un métier où on triche. Peut-être que je suis tricheuse, peut-être que c'est ça que j'aime faire, un peu truander tout le monde. Un ange bombe, un ange blonde, des
c'est pas pareil. Il y a deux mois, C'était chez mes grands-parents, on était tout gamins et puis on cavalait partout dans les ateliers. Et puis notre jeu c'était de monter des branches, c'était de monter des fleurs les unes derrière les autres avec des feuilles, de faire des espèces de guirlandes. C'était notre premier, à ma sœur et à moi-même, notre premier contact avec les fleurs et tout l'environnement. Alors la maison a été fondée par mon arrière-grand-père en 1880, qui a racheté la maison de sa patronne de l'époque. Après, elle a été continuée par ma grand-mère, par ma mère, et après, j'ai repris l'affaire donc en 1976. Et depuis, on est installé dans Paris, dans le 2e arrondissement. Déjà au départ, la majorité des fleurs que l'on va fabriquer va être en soie. Donc on achète la soie pas au kilomètre, mais du moins par pièce entière. Donc la soie, dès le départ, est de consistance souple. Donc le premier stade va être d'apprêter ce tissu. Dans un deuxième stade, une fois sec, on va faire un matelas, comme dans la couture, dans le vêtement. On va découper les pétales qui correspondent aux tailles de fleurs. Une fois ces pétales découpés, ces pétales vont être teints, selon le désir du client, dans les coloris que désire le client. Pour teindre la fleur, on va faire un dégradé, ce qui va être le plus joli. Donc le client va nous donner un petit échantillon de tissu, de plumes, de n'importe quoi pour symboliser un coloris. Et disons, à partir de ça, il va vouloir donc la fleur ou dans ce coloris dégradé, dans ce camailleux qu'il voudra. Donc j'ai déjà, de part devers moi, tout un tas de gammes de coloris, de références qui symbolisent ce coloris. Mais bon, comme d'habitude, c'est jamais le coloris que l'on a que le client désire. Donc à partir de ça, on va évoluer dans la fabrication, dans l'élaboration de ce coloris. Disons qu'il y a toujours les modèles qui marchent le mieux, qui sont toujours les plus attachants, certains types de roses ou certains types de dahlias, de choses comme ça. Oui, c'est vrai qu'on a toujours des fleurs favorites. Chacun a ses petits modèles préférés. On a peu souvent la possibilité de faire 2 fois la même chose, tellement on change de modèle ou on modifie le modèle initial. Chaque modèle à créer fait plaisir à voir et fait plaisir à fabriquer. Au départ, j'étais pas parti là-dedans, je faisais des études de sciences économiques. Et puis, un petit peu avant que je reprenne, la société avait quelques difficultés, c'est-à-dire que mes parents faisaient surtout des choses de décoration. Et puis avec toutes les choses qui arrivaient d'Extrême-Orient, ça allait de moins en moins bien. Donc j'ai décidé un petit peu de reprendre ce que faisaient mes parents, mais on est parti sur une autre direction, donc les fleurs de mode, la couture, donc des choses assez spéciales que l'on peut faire dans un laps de temps relativement court, et puis vraiment de coller à ce que désire le client. Je ne sais pas s'il faut des dispositions ou des qualités physiques spéciales, il faut surtout un petit peu, je dirais, l'amour de ce qu'on fait. Ce qui me procure surtout, c'est de faire ce que j'aime faire. Et bon, je crois que dans les fleurs, j'aime faire les fleurs et puis je continue à faire des fleurs.
c'est pas pareil. Il y a deux mois pour les grands. Alors elle remonte loin, la passion du papier, elle remonte loin, cette passion de la gravure. Ce qui nous différencie, nous, de l'imprimerie, c'est le fait que l'imprimerie est en train d'évoluer très très vite avec la technologie, alors que notre évolution à nous est une évolution de savoir-faire qui va donc permettre à quelqu'un d'être à la fois plus curieux sur ses techniques et d'améliorer ces techniques, mais qui sont toujours des techniques manuelles. Nous sommes à l'imprimerie ce que le cuir est au plastique. Et on a ici une exigence de qualité qui fait que chaque feuille qui sort de chez nous est vérifiée. Ça veut dire que chaque feuille peut avoir un défaut et ce défaut doit être éliminé. Ici, on travaille sur les techniques de gaufrage, de timbrage, de taille douce et d'impression à chaud. Donc toujours à partir d'un outil gravé, un outil de métal. Et cet outil nous permet donc, comme je le disais, de déformer le papier, c'est-à-dire de donner à l'impression qu'on va y faire un aspect visuel, tactile, qui est sans égal, qui fait la différence avec une impression normale et qui fait que tous les matins, dans la pile de papier que vous allez recevoir, le papier gravé va faire la différence. La machine est un instrument qui va être opéré par la tête et la main de son conducteur. Le mariage entre le papier et notre technique est absolument indissoluble. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement faire un beau gaufrage sur un mauvais carton, mais un beau papier a besoin d'une belle impression. On enlève tous les copeaux. Ça y est. La machine, comme vous pouvez le voir, ce sont des machines qui sont assez anciennes, car finalement, c'est l'homme qui compte. C'est le savoir-faire de l'un, le graveur, et de l'autre, le conducteur, qui font qu'on va se retrouver sur un travail bien fait. Mais c'est vrai aussi que ces machines varient en fonction de leur propre patience, de leur propre capacité à pouvoir gérer les problèmes. Et donc c'est en cela qu'on les voit se comporter avec elles quelquefois comme dans un couple, avec des hauts, des bas, des moments de rejet et des moments de grand amour. Et c'est vrai qu'ils sont tous bien souvent fiers du travail qui sortent. Et je suis sûr qu'à l'extérieur, ils en parlent avec beaucoup de fierté. L'imprimerie d'art, c'est le plaisir d'une belle impression sur un beau papier qui valorise autant celui qui la donne que celui qui la reçoit.